Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont telles sont les grandes lignes de l'actualité. Le ministre de la Santé s'est rendu ce matin à l'hôpital Pelletier pour voir de près le déroulement des activités de la mission médicale saoudienne. Un référendum sur l'indépendance aura bien lieu dimanche en Nouvelle-Calédonie. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ce message de félicitations que le président de la République Ismaël Omar Guelleh a adressé au chancelier allemand. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a souhaité succès et réussite au nouveau chancelier allemand Olaf Scholz, élu aujourd'hui par le Parlement de son pays. Je forme le vœu que la nation amie allemande accroît sous votre leadership l'œuvre largement accomplie de sa prospérité, de son rayonnement sur la scène internationale, a écrit le président Guelleh. Votre importante expérience politique vous servira indéniablement de pression à tout pour définir deux créneaux nouveaux d'exploitation fructueuse pour votre pays et votre peuple, a également noté le chef de l'État dans le même document. La République de Djibouti se réjouit du développement sans cesse continu de ses relations d'amitié et d'échange avec la République fédérale allemande, a ensuite indiqué le président de la République qui mit par ailleurs à profit son télégramme pour réitérer au nouveau chancelier allemand sa disponibilité à œuvrer toujours au renforcement de ces liens déjà privilégiés. Le chef du Parti social-démocrate arrive en tête des dernières législatives allemandes. Il y a 2 mois de cela, et une figure très connue du paysage politique de son pays avant son élection à la tête du gouvernement allemand. Il occupait cumulativement les fonctions de vice-chancelier et de ministre des Finances. Fin de communiqué. Je vous le disais dans le titre, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh, accompagné des cadres de son département, se sont rendus ce matin à l'hôpital général Pelletier pour une visite, et notamment pour voir de près le déroulement de cette caravane médicale cardiopathie des enfants réalisée depuis hier par la mission médicale saoudienne du centre Roi Selman pour l'aide humanitaire et les secours. Deuxième du genre, cette démarche s'inscrit dans le cadre des relations fraternelles et de coopération fructueuse qui existent entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite, notamment dans le domaine de la santé. À son arrivée, le ministre de la Santé a été accueilli par le directeur technique de l'hôpital général Pelletier, Dr Saïd Aouled, entouré de ses proches collaborateurs. Lors de cette visite, le ministre de la Santé a suivi de près les opérations chirurgicales effectuées par la mission médicale qui comprend de nombreux cardiologues. Jusqu'à présent, la mission a effectué des chirurgies cardiaques pour 8 enfants. Le ministre de la Santé a exprimé au cours de la visite ses remerciements, sa gratitude aux autorités sanitaires du Royaume d'Arabie Saoudite pour l'envoi de cette mission médicale, en soulignant que cette initiative reflète encore les bonnes relations entre les deux pays et la parfaite coopération dans le domaine de la santé. Volontaires saoudiennes qui sont venus nous aider à Djibouti et faire une première fois à Djibouti de la cardiopédiatrie interventionnelle. Donc ils sont venus ils ont sélectionné la dernière fois quand ils sont venus en octobre, ils ont sélectionné 10 enfants qui avaient des malformations congénitales à la naissance et qui avaient des trous entre les artères, entre les deux artères, deux grosses artères, ou bien des trous dans le cœur, entre les deux côtés du cœur, droit et gauche. Et donc, ils sont venus maintenant avec les matériels, avec les prothèses pour fermer ces défauts et ces trous, et pour dilater lorsque c'est très sténosé. Là, c'est le premier cas qu'on a fait. C'est une première à Djibouti. C'est une communication entre l'artère pulmonaire et l'aorte, les plus grandes artères du cœur.
Donc cette communication, si elle n'est pas fermée, l'enfant aura des problèmes respiratoires et ça sera très dangereux et pulmonaire et cardiaque avec le temps. Cette prothèse, ils sont rentrés par la veine fémorale, ils sont venus, ils ont mis une prothèse, bien sûr qui coûte un peu cher, et ils l'ont larguée dans le canal qui était perméable. Ils ont fermé ce canal avec cette prothèse. Là, on a la prothèse qui est encore liée, et tout de suite, vous allez voir, elle sera larguée, et c'est fini, la prothèse est en place, et le cathéter va sortir, et l'enfant pourra sortir de ce soir ou demain matin à la maison. Direction le Qatar, où le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, participe au sommet mondial de l'innovation pour l'éducation, placé sous le thème Activation de la génération, reconquérir notre avenir par l'éducation. Il est accompagné de l'inspectrice générale Mouna Ismail Abdou, du doyen des inspecteurs Abdelkader Daher et du chef de service de la communication Hussein Abdillahi. Durant sa visite, il a été notamment reçu par l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, Taïeb Doubat, qui participe avec lui à ce sommet mondial considéré parmi les plus importants et à même de façonner l'avenir de l'éducation. Il faut savoir que WISE est une initiative de Qatar Foundation dont la présidente est son Altesse Cheikh Moussa Bint Nasser. Il est organisé tous les 2 ans et réunit de manière présentielle et en ligne des milliers d'acteurs et d'innovateurs de l'éducation du monde entier pour apporter leur expertise et leur savoir-faire. On reste toujours au Qatar où le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a participé aujourd'hui à la table ronde ministérielle sur la thématique de 0 élève en dehors de l'école. Cette réunion s'est tenue en marge du sommet mondial de l'innovation pour l'éducation qui a eu lieu à Doha, au Qatar. La table ronde est co-animée par Fahd Al-Sultani, PDG de la Foundation Education, qui a prononcé le mot de bienvenue. Dr Marie Joy, directrice exécutive de la Fondation, outre le ministre djiboutien, ont participé à cette table ronde la ministre de l'Éducation primaire de la Gambie, du ministre de l'Éducation de la formation professionnelle du Zanzibar. La vice-présidente de la Banque africaine de développement a interagi à distance en qualité d'invité d'honneur. Les échanges ont porté sur les éléments clés des stratégies adoptées dans les domaines de la scolarisation des élèves en dehors de l'école, sur les barrières communes, le partage d'expériences et les opportunités de la collaboration. Le PDG de la Fondation Education, M. Fahd Al-Sultani, a cité Djibouti comme modèle eu égard aux actions réalisées dans le cadre de l'accès, de l'équité et de l'inclusivité. Retour à Djibouti avec cette réunion transfrontalière bilatérale entre la République de Djibouti et la République fédérale démocratique d'Éthiopie pour lancer une structure de gouvernance pour une surveillance harmonisée des maladies de la vaccination qui s'est tenue hier au Sheraton Hotel. Cette réunion est présidée par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Ibrahim Elmi, a vu la participation du ministre d'État de l'Agriculture de l'Éthiopie. L'objectif est de faire un contrôle coordonné des maladies animales transfrontalières telles que la PPR, la fièvre afteuse et d'autres maladies qui ont un impact négatif sur les moyens de subsistance, sur la santé et le bien-être des millions de propriétaires de bétail et sur le commerce vers les pays du Moyen-Orient et africains. Par conséquent, il est nécessaire de renforcer la collaboration aux frontières et l'opérationnalisation du protocole d'accord signé pour un contrôle et une prévention efficace harmonisée des maladies le long des frontières. En prenant la parole, le ministre éthiopien de l'Agriculture a indiqué que c'était un honneur pour lui et un plaisir de participer à cette réunion bilatérale vitale
pour nos deux pays. Nous avons essentiellement consacré cette réunion pour examiner le cadre de mise en œuvre de la santé animale transfrontalière déjà développé, basé notamment sur le protocole d'accord signé entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et la République de Djibouti pour contrôler et prévenir les maladies de bétail en mettant en œuvre les stratégies contenues dans ce même protocole d'accord. Et le secrétaire général de l'agriculture, Ibrahim Almi, s'est également exprimé suivant un extrait de son intervention. Chers participants, il est bien connu que Djibouti et l'Éthiopie entretiennent depuis des années et de longtemps des relations et des partenaires solides dans tous les domaines. Les deux pays partagent des frontières communes et existent des échanges transfrontaliers de tout azimut dans le domaine du commerce. En outre, il existe également des relations culturelles, sociales entre les deux pays depuis des millénaires. Dans le domaine du bétail, particulièrement, il y a des mouvements des animaux à la recherche de pâturage, d'eau en période de sécheresse et pour le commerce du bétail. Cela pose un risque de transmission des maladies le long des frontières. Plus important encore, ces maladies animales transfrontalières peuvent entraîner une interdiction et une restriction du commerce du bétail. Ils affectent la production et les moyens de subsistance des communautés rurales qui vivent de ces usines. Pour ne pas arranger cette situation, il est nécessaire d'améliorer le contrôle des tables. Les gouvernements des deux pays se sont engagés et ont signé un protocole d'accord transfrontalier à Dire Dawa, en Éthiopie, en décembre 2018. L'événement a été facilité et soutenu par l'ICPAD, IGAD et l'USAID. Il est absolument nécessaire maintenant de faire un contrôle conjoint des maladies animales transfrontalières qu'on appelle TAD, telles que le PPR, la fièvre actuelle et d'autres maladies qui ont un impact négatif sur les moyens de subsistance des communautés rurales, la santé et le bien-être des millions de propriétaires de bétail, et sur le commerce proprement dit des deux pays avec les pays du Moyen-Orient et des pays africains. Par conséquent, il est absolument nécessaire de renforcer la collaboration au niveau des frontières et l'opérationnalisation du protocole d'accord signé pour un contrôle et une prévention efficace et harmonisée des maladies tout au long des frontières. L'Assemblée nationale a tenu ce matin une réunion de concertation entre le groupe parlementaire pour la population et développement de Djibouti et le représentant de l'Asian Population and Development Association venu du Japon et une représentation de l'UNFPA ASRO venu du Caire pour participer à cette rencontre. A également participé à ce meeting par vidéoconférence le représentant du Forum parlementaire arabe depuis la Jordanie. Les échanges ont porté sur les activités et le rôle des parlementaires dans l'interrelation entre les questions liées à la population et les objectifs de l'agenda 2030 pour le développement durable, sans oublier de promouvoir l'accès à l'éducation, à la santé, à la planification familiale, de soutenir et d'encourager les actions de lutte contre la pauvreté. Suivant cette fois cette intervention de M. Hassan Omar Mohamed, président du groupe parlementaire. Les distances qui nous séparent les uns des autres, c'est pour nous un immense honneur, un très grand plaisir de vous avoir aujourd'hui autour de cette table pour interagir et coopérer sur ce qui nous rassemble, à savoir le bien-être de la population. Le bien-être de la population est un facteur qui ne peut être négligé pour l'atteinte des objectifs fixés dans l'agenda 2030. Notre groupe parlementaire, comme tous les groupes dans les autres forums, doivent accentuer les actions et amplifier l'intensité des plaidoyers pour la mise en œuvre des engagements de la CIPD 25, de l'éradication des violences basées sur le genre et de promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes. Nous sommes conscients que les défis à relever sont de taille et que chaque population a sa caractéristique propre à elle. C'est pour ces multiples raisons que nos sensibilisations auprès de la population
s'accentue car les mentalités des sociétés doivent également évoluer si l'on veut faire respecter les droits de l'homme, en particulier les lois les plus importantes qui favorisent l'égalité des sexes, l'émancipation des femmes et leur autonomisation, ainsi que promouvoir les droits des filles et surtout d'inclure, comme je disais, les jeunes dans la sphère décisionnelle. Nous devons tous, que ce soit au niveau national comme au niveau régional, faire le nécessaire pour mettre en place les moyens adéquats pour que les engagements de la CIPD 25 soient respectés et appliqués. Et nous allons au Koweït où notre ambassadeur Abdelkader Hussein a remis hier au prince héritier de l'État du Koweït, son Altesse Cheikh Michal Ahmed El-Jaber El-Sabah, ses lettres de créance en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de l'État du Koweït. Durant cette audience, l'ambassadeur a transmis au prince héritier et à travers sa personne, l'émir du Qatar, l'émir du Koweït, son Altesse Cheikh Nawaf Ahmed El-Jaber El-Sabah, les chaleureuses salutations fraternelles du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. L'ambassadeur a loué l'excellence des relations de solidarité, de coopération qui unissent les deux pays. Sous le patronage du ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires, chargé des droits de l'homme, le secrétaire d'État, chargé des sports, en partenariat avec l'UNFPA, a organisé aujourd'hui une cérémonie de remise officielle de matériel, d'équipements sportifs à la prison centrale de Gabot, ainsi que l'inauguration d'un espace amical pour les femmes et les adolescents. Les matériels remis étaient composés de tenues sportives, de ballons, de baby-foot, de jeux d'échecs et d'autres jeux de société ainsi que des matériels de fitness. Une salle équipée d'une télévision, d'un climatiseur a également été mise à la disposition des détenus. La cérémonie haute en couleurs et en émotions a vu la participation de plusieurs personnalités issues du secrétariat d'État au sport, du ministère de la Femme et de la Famille, de l'UNFPA, ainsi que de la CNDH. Pour rappel, la pratique du sport en milieu carcéral peut aider à se reconstruire une image valorisante, de rechercher un équilibre physique, psychique et de contribuer à la construction d'un projet de réinsertion. Les jeunes qui ont besoin de notre soutien et de notre assistance pour les aider à vivre au milieu carcéral et les préparer à la réinsertion sociale après la libération. Aussi, afin de les préparer, nous avons mis en place des programmes de formation de différents domaines. Il faut sans dire que la pratique des sports tels que le football, le basketball, le bodybuilding, que nous encourageons avec les moyens dont nous disposons, leur permettent de canaliser les énergies et occuper leur temps vide et éviter l'oisiveté. Mesdames et messieurs, j'espère que l'action d'aujourd'hui sera le début d'une collaboration durable et fructueuse entre le secrétariat général des sports, les FENIAP et l'établissement pénitentiaire, et je ne doute pas que vous y contribuerez davantage. À cet effet, je réitère mes sincères remerciements à tous nos donateurs et reste à votre disposition pour accueillir toutes les bonnes volontés. Et dans leurs interventions respectives, le président de la CNDH, Céléban Omar Oudine, et Mme Khadiga Ibrahim ont loué l'importance du sport en milieu carcéral. Que des terrains de sport, qu'ils soient de football ou autres, de l'espace existe dans la prison où on peut y construire des terrains de ce type. Et ces terrains permettraient de créer des activités récréatives à 80% de cette population qui se trouve ici. Et encore, c'est une initiative fort louable de la part du secrétariat d'État au sport et du FNIAP pour apporter tout ce don de matériel et surtout d'inaugurer une salle qui répond à ces activités dont j'ai fait allusion. En tant que président de la Commission nationale des droits de l'homme,
Je remercie ces deux institutions d'avoir œuvré au bien-être et au bien-être et aux droits des personnes détenues. C'est au profit des femmes en milieu carcéral visant la santé physique, psychologique, à l'amélioration de leurs conditions. Depuis quelques années, comme vous savez, la question de la femme est toujours au cœur de tous les débats. Et en République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, homme d'État visionnaire, a déjà réalisé de grandes avancées en matière d'égalité des genres qui s'opposent que les femmes doivent jouir de l'égalité des chances, des choix, des capacités, du pouvoir et du savoir en tant que citoyens égaux. L'honneur m'échoit encore ce jour mémoire où notre département a conçu un projet en faveur des jeunes filles et garçons de la prison civile de Gabot. Le partenariat noble qui est le FUNIAP a été sensible à ces projets et s'est engagé à mobiliser les moyens financiers pour concrétiser ces projets. Nous dotons les femmes et adolescents de ces centres pénitentiaires en matière sportive pour la pratique des activités physiques et sportives durant leur temps libre afin de lutter contre le stress, l'anxiété, la solitude et les autres maux liés à la détention. Je suis sûre que ces projets contribueront au bien-être psychique, physique et social des bénéfices ainsi à leur épanouissement. Enfin, pour l'année 2022, Inch'Allah, notre département compte entreprendre une série d'actions à caractère sportif et loisir visant à renforcer ceci, mais également à lancer des actions pour une pratique sportive saine. Dans l'actualité également, l'association djiboutienne de l'évaluation a organisé hier la deuxième édition d'un cycle de 4 conférences débats qu'elle compte reproduire trimestriellement grâce à l'appui de ses partenaires. Les rencontres de l'ADE placées sous les thèmes, notamment évaluation d'impact en matière de politique d'emploi et de programme de renforcement des capacités des agents de l'État, a été présentée par 2 experts, dont notamment le professeur Charmak Idriss, directeur général de l'INAP, et le docteur Hassan Abdi, inspecteur de l'État. Les échanges et les réflexions ont fait ressortir les forces et les faiblesses du suivi de l'évaluation à Djibouti. Les recommandations ont été émises pour le renforcement des capacités tant au niveau individuel qu'organisationnel pour de meilleurs résultats et une plus grande performance de l'action publique. Approche est participative et inclusive afin d'inclure, d'associer les parties prenantes à participer à la réflexion autour d'une thématique qui favorise le développement de la pratique de l'évaluation. Nous avons été surpris de la présence de plusieurs hauts responsables et cadres de l'administration qui sont très intéressés par la thématique. Nous voyons que les questions au cours du débat ont été sans langue de bois, très franches, qui posent les questions à laquelle tout cadre souhaiterait apporter sa contribution pour améliorer la mise en œuvre d'une politique, d'une action, d'une intervention dans le cadre de son travail. Pour la deuxième semaine consécutive de la pulvérisation spatiale, le ministère de la Santé, par le biais de l'Institut national de santé publique, poursuit cette campagne de pulvérisation spatiale qui vise à éliminer les moustiques et autres insectes nuisibles. Dans ce contexte, l'équipe mobile de l'Institut national de santé publique a mis en œuvre la campagne dans plusieurs quartiers, notamment dans les communes de Belbela et de Blaus. Il convient de noter que les opérations de pulvérisation sont principalement ciblées dans les zones où le paludisme est répandu et elles contribuent sans aucun doute de manière importante à la réduction de la propagation du paludisme en République de Djibouti.
Nous sommes à l'intérieur de l'Institut national de santé publique où nous lançons aujourd'hui les activités de pulvérisation spéciale. Ces activités consistent en une lutte contre la prolifération des moustiques, responsable du paludisme, responsable du chikungunya, responsable de la fièvre jaune et responsable de la dengue. Ces activités sont dites des activités de pulvérisation spatiale qu'on va démarrer au niveau de la commune de Blahaus, selon les données, où on a une prolifération importante et on a enregistré beaucoup de cas dans les structures sanitaires, suivi de la commune de Belbala et on finalise avec la commune de Razdeka. Ces activités, c'est également, donc, au préalable, nous avons effectué, avec le concours de partenaires, une pulvérisation intradomiciliaire. C'est une application d'un produit, un insecticide à effet rémanent dont la durée d'action est de 6 mois. Donc nous avons commencé depuis 2 mois et nous allons continuer jusqu'au mois de janvier avec le concours d'autres partenaires. Et nous allons à Dikil où cette réunion du bilan de mandat des élus de la région s'est tenue. Objectif de cette rencontre consistait d'une part à présenter à la population de la région de Dikil le compte rendu du bilan du mandat 2017-2021, mais aussi de partager avec la communauté devant laquelle ils sont redevables les forces et les faiblesses ainsi que les opportunités, les menaces et les réalisations entreprises au cours de son mandat écoulé. Après la présentation du bilan, les participants ont été invités à donner leur point de vue sur les réalisations entreprises par le conseil régional durant le mandat, mais également échanger sur les perspectives afin de ressortir des recommandations pour les 5 années à venir. Pour partager avec vous ce que nous avons fait pendant les 5 années écoulées, c'est-à-dire de 2017 à 2021. Comme vous le savez, nous arrivons à terme de notre mandat et on s'est prêté à un exercice. Comme la loi dit, nous sommes redevables devant la population qui nous a élus. Selon bien sûr la loi, comme vous le savez, la loi stimule la mise en place d'un secrétaire général qui sera la cheville ouvrière de l'administration au niveau de chaque conseil régional, chose qui a été faite pendant ce mandat, plus précisément il y a 1 année de cela. Désormais, le conseil régional a son secrétaire général. Avec le programme ADIL qui est très ambitieux, avec le concours de ce programme, nous avons pu recruter un ingénieur qui doit superviser tous les investissements, parce que quand on veut effectuer des ouvrages, on doit faire appel à un ingénieur, chose qui est également faite. À côté, on a un jeune assistant financier qui nous a été recruté. Il faut aussi ajouter, dans le cadre de la lutte contre le chômage, parce que dans nos régions aussi, ces derniers temps, il y a de plus en plus de jeunes diplômés qui se trouvent aussi dans la région et qui sont dépourvus d'emploi. Donc, et le gouvernement, en collaboration bien sûr avec le ministère de la fonction du travail et de la réforme de l'administration, il a été recruté 10 jeunes fonctionnaires pour chaque région et nous avons pu partager ces fonctionnaires entre le conseil régional et la préfecture. Dans l'actualité internationale, le Conseil d'État de la Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande d'un collectif de citoyens de reporter le référendum sur l'indépendance prévu le 12 de ce mois, estimant que le contexte sanitaire ne faisait pas obstacle au déroulement du scrutin. Le Conseil d'État a également rejeté l'argument du respect du deuil kanak et des disparitions coutumières, jugeant que cette circonstance ne saurait caractériser par elle-même une atteinte à une liberté fondamentale de nature à justifier un report de référendum. Les requérants, 146 électeurs en majorité kanak et 3 associations, selon l'un de leurs avocats, avaient également fait valoir jusqu'à 2000 électeurs des communes de Belep, Île des Pins et les îles Loyauté n'avaient pu s'inscrire dans le bureau de vote décentralisé à Nouméa. Ce 3e et dernier scrutin du processus de décolonisation de l'accord de Nouméa de 1998 est boudé par les indépendantistes. Ils ont demandé le report en raison de la pandémie du Covid-19 qui empêche de mener une campagne équitable et ont prévu qu'ils ne reconnaîtraient pas le résultat et le contesteraient devant les Nations Unies. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.